vrai corps de Sukuna, enfin la libération de Gojo qui est lancée. Le combat final de Jujutsu Kaisen va débuter. On a même Yuji qui a possiblement mangé ses frères, le moyen de défaire Sukuna. Tout ça caché lors de ce chapitre. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 220 de Jujutsu Kaisen. Auto-nettoyage, auto-restriction. Certains seront heureux de revoir leur personnage favori et moi je vais juste vous dire que malgré la réunion, si Gege Akutami défoule les ramène, alors ça veut dire qu'il va les tuer. Ouais, ça sent absolument très mauvais pour eux. Le monde est méchant. Mais dans tous les cas, c'est un chapitre extrêmement hypant qui repose les bases avant cette bataille finale. Et on retrouve un peu d'espoir. Et ça fait plaisir. Avec bien entendu beaucoup d'informations qui seront utiles lors de cette bataille finale. Et c'est pour ça qu'on doit parler de tout ça et on commence même le chapitre avec la prison de Gojo. Oui, car elle est proche. Sa libération est proche et surtout Kenjaku qui va lancer son ultimatum grâce à Tengen qu'il a sous ses ordres et ses 309 points qu'il va utiliser. Et bon, j'ai déjà été insulté par le passé pour dire ça, mais je le répète, là on a un chapitre qui est tout de même complexe à comprendre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas s'intéresser aux détails des explications et c'est pour ça qu'il y a des timecodes. Vous pouvez avancer là où ça vous intéresse, mais sachez que l'explication sur les barrières de Kenjaku est très importante pour bien cerner la suite des événements. Tout ça n'est pas complètement gratuit, donc on va retrouver un Kenjaku qui va parler à Kogane, va lui demander de ne plus inclure de nouveaux joueurs avec une nouvelle règle, ce que va refuser Kogane. Et là, le but de Kenjaku va être de faire bugger le système de la traque mortelle, puisqu'on va avoir l'explication justement des barrières qui sont sur tout le Japon, érigées par Tengen. Leur but est d'empêcher la naissance d'autres fléaux, et donc il y a 4 barrières centrales qui concentre le tout et ces 4 barrières se retrouvent au lycée, au palais impérial et compagnie et c'est vrai que ce sont des très beaux espaces qu'il faut garder en tête parce que ce sont donc des endroits stratégiques. Sait-on jamais, peut-être que nos protagonistes vont essayer, tenter par le futur de protéger ces barrières et qu'on aura des combats à ces endroits-là, sachant que Jujutsu Kaisen c'est aussi des combats qui se passent avec l'environnement, un petit peu à la foot de rue, où là ils vont utiliser des barres qui se trouvent dans la rue, se balancer des voitures dans la tête. Donc je te laisse imaginer les affrontements magnifiques qu'on pourrait avoir même dans une grotte où ça pourrait se balancer des stalactiques. Et en plus de ça, ça ancre Jujutsu Kaisen encore une fois dans le réalisme qu'il y a dans les pachinko et compagnie, dans tout justement ces attraits à la vie japonaise et ces lieux qui parfois existent réellement. Pas vraiment le lycée d'exorcisme, enfin je sais pas. Et là, Kenjaku va nous dire que les barrières utilisées pour la traque mortelle, pour organiser ce jeu, donc, sont celles de Tengen, plus ou moins. Et c'est pour ça que Tengen est en réalité le vrai maître du jeu de la traque mortelle. Et bon, ça me fait plaisir parce que c'était une possibilité que je vous avais évoquée, justement, que Tengen soit le réel maître du jeu, étant donné que c'est le meilleur utilisateur de barrières et que Kenjaku, à plusieurs reprises, il montrait qu'il ne connaissait pas exactement le fonctionnement de celle-ci. Et donc, au moins je vous raconte pas tout le temps n'importe quoi, pas tout le temps. Et c'est pour ça que bien sûr Tengen aurait pu supprimer les barrières et mettre fin à la traque mortelle depuis l'incident de Shibuya, sauf qu'il ne l'a pas fait parce que si on enlève justement ces barrières, c'est 1000 ans de construction de barrières qui sont enlevées et en plus la naissance des fléaux qui repart de plus belle. Moi je vous le dis, gardez bien ça en tête parce que ça se trouve que la fin de Jujutsu Kaisen, ce sera la fin de ces barrières et même la naissance des fléaux à travers le monde entier. Le plan de Kenjaku, ce n'est pas de détruire ces barrières étant donné qu'il en a besoin pour créer sa créature ultime, son fléau ultime qui va sortir de la fusion de Tengen avec les êtres humains. Donc déjà oui, si tu as bien suivi, ça se trouve que les protagonistes seront face à un choix cornélien où ils devront peut-être détruire ces barrières pour empêcher Kenjaku de réaliser son plan. Mais en tout cas, là, Kenjaku est en train de bluffer. Il dit à Kogane
que s'il veut, il peut détruire les barrières et ça met fin à la traque mortelle. Et étant donné que la petite créature n'a que pour seul but de voir la traque mortelle continuer, alors il va se plier au désir de Kenjaku et mettre cette règle donc pour qu'il n'y ait plus de nouveaux joueurs qui puissent rentrer dans la traque mortelle. Et là, bien entendu, la grande question qui se pose, c'est est-ce que justement cette règle a été mise en place pour Gojo Satoru, sachant que ça a été depuis le début de la série une solution pour éliminer justement le plus fort, peut-être la meilleure solution anti-Gojo. Et ce serait assez drôle même de voir que Gojo, après tout ce temps, il soit libéré et au final il puisse même pas assister ou même participer à ce combat final. Mais bon, après, c'est vrai que nos personnages, de leur côté, ont aussi des points, donc ils pourraient mettre une règle pour faire entrer Gojo. Même aussi, peut-être qu'il y aurait un hack à faire avec la règle que Yorozu avait mise en place, donc de ce déplacement possible entre les barrières. Même plus intéressant, on pourra avoir un gros dilemme autour de Gojo Satoru, où il se demanderait si il pète les barrières, donc toutes les barrières qui protègent même le monde des fléaux, ou s'il laisse justement ses camarades mourir. Bref, dans tous les cas, l'autre règle sera posée par Kenjaku, donc que la traque mortelle prendra fin lorsque seuls Megumi et Geto seront en vie. Puis c'est là qu'on va voir Kenjaku rejoindre le véritable corps de Sukuna. Et déjà, c'est un foreshadowing de malade, parce que c'était une page colorée qu'avait sorti justement Gege Akutami lors du tout premier chapitre qui nous montrait en réalité le corps de Sukuna depuis le début. Un véritable corps momifié qui dit qu'il va apporter à Sukuna. Et déjà, ça c'est assez intéressant. Est-ce que Sukuna voudra récupérer son corps ou est-ce qu'il voudrait rester dans le corps de Megumi? Ou ça se trouve tout simplement que là se trouvent les 5 derniers doigts de Sukuna pour qu'il récupère toute sa puissance. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant que juste après, lors du chapitre, l'ange va nous dire que Sukuna a réussi à devenir une relique et donc à obtenir plus ou moins l'immortalité après avoir expérimenté la mort. Donc est-ce que son corps a été détruit au bout d'un moment? Est-ce qu'il a été tué? Est-ce que sous ses vêtements en fait il a un gros trou dans le bide? Peut-être bien, ce serait assez choquant, ou peut-être tout simplement qu'il serait mort de cause naturelle. Voilà pour la partie un petit peu complexe du chapitre. Maintenant, il est temps de parler de la réunion des Avengers et du power-up de Yuji. Mais avant ça, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Oui, parce qu'on creuse là, même quand il y a des chapitres comme ça, on n'abandonne pas les reviews, on continue et on trouve des choses super intéressantes pour la suite. Car ce genre de chapitres, ce sont des véritables pépites. C'est dans ce genre de chapitre d'explication que justement, on a toutes les clés pour voir et entrevoir la fin du récit. Donc on va retrouver l'autre camp, le camp des protagonistes, et bien sûr, oui, directement, je tiens à vous le dire, c'est assez triste qu'on ne retrouve pas Nobara, mais bon, ça y est. Peut-être qu'elle est réellement morte, on ne retrouve pas Todo non plus. Mais en tout cas, pour un possible retour de Nobara, je vous le dis, ça pourrait arriver dans 5 chapitres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Mahoraga, justement, l'invocation de Megumi a été détruite par Sukuna au chapitre 119, puis il est réapparu dans le manga, donc pour sa deuxième apparition, juste lors du dernier chapitre, donc au chapitre 219, juste à 100 chapitres d'écart. Oh alors, oh comme c'est bizarre. Et Nobara est morte donc à son chapitre d'écart au chapitre 225. Donc gardons ça en tête, hein. Si elle fait une apparition, c'est peut-être pour bientôt. Le mec a trop d'espoir. Et on va donc directement retrouver Maki et Wiwi qui sont en train de parler. Wiwi, ça me fait vraiment délirer comme nom. Mais bien sûr, en fait, il s'était déjà parlé puisque il gérait les communications vu qu'elles passaient entre les différentes barrières. Et voilà, maintenant ils sont tous au courant des nouvelles règles de Kenjaku. Et au moins on dit merci Maki parce qu'elle a le mérite de tout simplifier. L'objectif est simple, battre Sukuna et Kenjaku. Le petit Bibi il est mauvais parce qu'il va dire ouais c'est simple à dire mais quand même c'est des gens du niveau de Gojo Satoru. Quelle humiliation! Transition toute trouvée d'ailleurs pour justement le sujet de l'ange. Puisqu'elle est vivante, elle a été soignée par Shoko, l'ancienne camarade de Gojo, je te le rappelle, experte en sort d'inversion et elle ne peut pas faire repousser de membres. Ça c'est dit. Donc Anna ne devrait pas rejoindre le combat et si elle est encore vivante, c'est que lorsqu'elle a chuté, il y a l'ami de Yuji, l'ancien ami, donc Amai, qui a amorti sa chute et en plus Takaba qui a fait un truc bizarre, même si elle sait pas vraiment comment, et ça c'est juste génial. Vraiment le pouvoir de Takaba est juste
excellent. D'ailleurs, concernant l'ami de Yuji, ou plutôt sa connaissance, alors on va avoir une discussion entre les deux personnages. Il va expliquer qu'il était un sbire des harceleurs et tout ça durant toute sa vie, blablabla. Et Yuji va lui dire qu'il ne le connaît pas personnellement et que donc il ne va pas le juger sur ça, mais surtout sur ses actes. Et grâce à lui, l'ange est vivant. Et ça, c'est assez intéressant, même pour le développement de Yuji, étant donné que là, il prend coup sur coup et donc peut-être que justement, il se dit la même chose pour lui. Que au final, c'est son dernier acte qui va faire la différence. Peut-être sauver Megumi et éliminer Sukuna. Dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant dans Jujutsu Kaisen. Vraiment un questionnement qui est central dans l'œuvre. En fait, cette question de bien ou de mal, où s'arrête la morale lorsqu'il y a un prisonnier comme au tout début de la série. Faut-il le sauver? Est-ce qu'il fallait vraiment sauver Yuji alors que par la suite, à cause de Sukuna, il a tué énormément de personnes? Et bien sûr, le questionnement est le même pour Megumi. Non, franchement, c'est ça qui est bon avec Jujutsu Kaisen. Il va donc demander à Yuji s'il va continuer de se battre, parce que bien évidemment, maintenant qu'il n'a plus Sukuna, il n'est plus obligé de continuer. Même en réalité, est-ce qu'il en a réellement la capacité? Et là, il va le dire, Sukuna ne l'a jamais aidé dans son objectif. Bon, on va pas se mentir entre nous, il a quand même aidé, parce que sinon Mahito aurait quand même transformé en truc dégueulasse, et on apprend que Yuji est maintenant semblable à un objet occulte imbué de l'énergie de Sukuna. On a donc la confirmation que Yuji a vraiment l'énergie de Sukuna, et ça pourra peut-être faire toute la différence, même pour un Megumi qui, si il revient, aura aussi un boost d'énergie, un power-up automatique, monstrueux. Reste à voir s'il va débloquer les capacités de Sukuna. Et il le dira en partant, déterminé, avec un visage qu'on n'avait jamais vu sur Yuji, un visage plein de haine, qui est assez triste à voir en réalité, qu'il est prêt à manger n'importe quoi. Bien sûr, en référence à ce qu'il avait dit à Sukuna lors de leur combat, donc de manger sa souffrance. Donc là, il est prêt à endosser encore plus de souffrance. Mais c'est là où, justement, je peux pouvoir baser ma théorie. Donc gardez bien ça en tête, qu'il a dit qu'il était prêt à manger n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai vu des scantrades françaises qui n'ont pas gardé exactement ce terme-là, mais je pense qu'il est réellement important. On va voir Yuta arriver aux côtés de l'ange, et quelle violence! C'est peut-être un des trucs les plus violents que j'ai vu dans Jujutsu Kaisen. Yuta va voir Anna qui a perdu son bras, il va juste demander si l'ange peut changer de corps, vu qu'elle peut pas se battre dans ce corps-là. Quelle humiliation! Ça, c'est juste génial. Mais quelle violence! Bien sûr, il le dit gentiment, et l'ange expliquera que justement, ils ont fait des pactes avec Kenjaku par le passé, ces anciens exorcistes, car ils ne savaient pas comment devenir des reliques, et donc comment possiblement changer de corps. Seul Sukuna le sait. Et c'est pour ça que le dernier rôle de l'ange sera donc de libérer Gojo. Et ça va juste être magnifique. Et je vais pas te mentir, c'est vrai que même ça pourrait être intéressant d'avoir Yuta qui copie la technique de l'ange. Parce que nullifier les autres capacités, ça c'est un pouvoir qui peut juste être extrêmement utile. Yuji va donc dire à Yuta qu'il a un plan pour sauver Megumi, et Yuta aussi, et t'as aussi Maki qui va les calmer aussi directement en disant ouais mais quand même vos plans c'est qu'il faut d'abord stopper Sukuna, qu'il ne puisse plus bouger. Enfin c'est vrai que ça semble un petit peu compliqué. Oui dit comme ça il y a plus trop d'espoir, mais s'il te plaît Maki arrête. Là j'ai fait la tête de malaise de Rick et Morty là. Tu sais, quand ils ont la bouche vers le bas. Mais d'ailleurs, je vous raconte ça aussi, même si c'est un petit peu HS, sur les forums et compagnie. Ceux qui étaient contre Maki, tu sais, les misogynes, ceux qui font partie du groupe de Naoya, ils m'ont tué. J'ai vu des commentaires. Ouais, t'inquiète pas, Sukuda, il va te renvoyer voir Mai. Ça me tue. C'est là que je dois vous parler de l'analyse la plus importante que j'ai à vous proposer de cette review, avec cette page où on voit juste Yuji parler avec Shozo. Une page qui pourrait passer juste comme ça, passer inaperçu, mais qui pourrait se révéler être la page la plus importante de ce chapitre, puisque Shozo, ça fait plaisir de le voir, être heureux de voir Yuji et surtout lui confier la prison de Gojo, l'envers de la lisière du supplice, et surtout, il va lui donner le carnet de notes de Yuki concernant les âmes de Shozo. Et on va voir un Yuji qui semble regretter quelque chose et il va tenter de dire quelque chose concernant ses frères, mais Shozo va l'arrêter. Il va dire qu'il est heureux si ils vivent à travers lui. Si on reprend ce que Yuji a dit au début du chapitre, qu'il mangerait n'importe quoi, bien sûr, on le prenait de manière symbolique, mais peut-être que c'était littéral. Je vous rappelle qu'il y a 9 embryons maudits et que Yuji est théoriquement même le 10e, mais on en a vu 3
donc du côté de Chozo et les 2 autres frères qu'a éliminé Yuji. Mais là, il en reste donc 6 qui m'ont même personnellement toujours intrigué. Parce qu'au final, on est tellement loin dans l'histoire, les ennemis sont tellement forts que ça ne servirait à rien d'introduire même de nouveaux personnages. Et là, la solution est toute trouvée. Peut-être que Yuji a mangé ses frères. Bizarre, dégueulasse. Bien sûr sous forme de reliques et auraient donc obtenu leur énergie occulte. Et peut-être même leur capacité, sait-on jamais, peut-être qu'il pourra manipuler le sang à partir de là. Mais déjà rien que leur énergie, ce serait incroyable d'avoir un Yuji avec même la puissance de 6 Chozo d'un coup. Ça expliquerait même pourquoi Chozo vient de dire qu'il vivrait à travers lui. C'est vraiment juste génial car depuis longtemps, il y avait ces théories par rapport justement aux inspirations de Sukuna comme quoi il était cannibale et au final, peut-être que ça aura juste été Yuji qui aura été le cannibale. Yuji qui déjà dès le début de la série se sentait mal d'avoir tué ses frères et maintenant l'aurait fait consciemment, les aurait mangés alors qu'il le savait. Et ça, ce serait tellement fou juste de se dire ça, que le personnage principal a mangé ses frères pour devenir plus fort. C'est dingue. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que je pense que je suis tombé sur un gros truc là. Vraiment un énorme truc. Et bien sûr, il y a aussi l'autre chose qu'on peut essayer d'en déduire de cette page, juste le fait que justement, là, Yuji vient de recevoir un carnet de Yuki qui parlait des âmes et c'est vrai que le moyen de battre Sukuna est possiblement ça. Étant donné que ce chapitre insiste bien sur la particularité de créer une relique et que justement Sukuna sache le faire. Peut-être que pour créer une relique, il faut réussir à mettre son âme dans des objets et que donc ce serait la seule partie du corps qui pourrait être détruite. Enfin, en tout cas, assez facilement pour nos protagonistes. Parce que bien sûr, oui, Gojo, lui, pourrait faire un véritable combat. Parce que ça se profile depuis assez longtemps, en réalité. On a une Maki qui a obtenu de sa sœur une lame pour découper l'âme directement. Un Megumi qui se cache dans l'âme au plus profond de Sukuna. Et un Yuji qui obtient aujourd'hui ce livre avec ses informations. Vraiment, gardons ça en tête parce que je pense pas que Sukuna puisse être battu de manière aussi simple qu'un simple combat. Et c'est sur ça que le chapitre va se terminer. Shoko qui va dire de manière assez poétique qu'elle a jamais été amoureuse de blablabla ou je sais pas quoi. Mais bon, bref, que Gojo, il faut qu'il revienne. Ça y est, c'est dit. C'est vrai que c'est un personnage qui a perdu ses 2 camarades, que ce soit Geto ou Gojo. Et là, elle le voit en fait. Tout le monde attend seulement son retour. Et les lecteurs aussi, bien évidemment. Et d'ailleurs, cette page, c'est aussi l'occasion pour Gege Akutami de laisser un rappel sur le flashback de Gojo et même sur le personnage tout entier. Car ce n'est pas un personnage égoïste ou égocentrique comme certains le comprennent. Non, pas du tout. C'est un personnage qui ne veut pas laisser les autres seuls et qui a tenté d'élever ses élèves et ses camarades à son propre rang. Mais ça, on en reparlera en détail. Et ça fait tellement plaisir de se retrouver avec cette page où on voit même cette case, tous les personnages en train de converser ensemble, tous les personnages qu'on a connus jusqu'alors. Et c'est pour ça que ça sent la Battle Royale, ça sent la mêlée générale juste sur 2 personnes et ça va être juste génial. Rien que voir Akari parler avec Takaba, mais j'aurais tellement kiffé entendre cette conversation. Ça doit être génial. Un mec qui parle tout le temps de la fièvre et l'autre qui ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Vraiment, ça peut être génial de les voir ensemble, même voir Kirara se battre avec Akari. Ça, c'est un duo qu'on doit voir parce que son pouvoir est juste parfait avec Akari vu qu'elle éloigne les objets, donc elle peut éloigner les personnes pendant que Akari devient immortelle. Le retour d'Inumaki, il y a un panda miniature ultra mignon, c'est vrai. Là, on a le retour de la team de Yuta. Vraiment, les voir se rebattre face à Geto, là, avec Kenjaku qui le possède, ça pourrait juste être génial à voir. Après, bien entendu, on voit pas toutes les personnes qui se trouvent ici. Sait-on jamais? Peut-être que Miwa est là, ou peut-être qu'elle est encore en train de mener sa vie je ne sais où, ou pour faire je ne sais quoi. Et Iguruma aussi. Que fait-il? On ne le saura jamais. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon chapitre pour ma part. C'est vrai que depuis l'incident de Shibuya, on a soit des chapitres avec full combat, soit des chapitres avec full explication. Mais là, ça y est, on sent vraiment qu'on est face justement à la préparation du combat final de Jujutsu Kaisen. Kenjaku et Sukuna devront tomber pour qu'ils gagnent. Et si certains disent que c'est les Avengers avec cette petite vibe héroïque qu'on voit là à l'écran se réunir pour affronter la menace finale, je vais pas te mentir, c'est la Suicide Squad. Ils vont tous crever.
My best friend